Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, enseignante de Yin Yoga et cofondatrice de Miam. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur État de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. Face à une photo de soi, qui n'a jamais rien eu à redire? Combien sommes-nous à ne pas nous aimer sur les photos? À chercher notre meilleur profil, voire à éviter d'être pris en photo. L'art de la photographie m'a souvent inspirée par sa capacité à retranscrire, quand c'est bien fait, un moment ou une émotion avec authenticité. Quand je parcourais les concerts avec mon appareil photo, c'est cette émotion que j'essayais de capturer. Alors, quand j'ai mis l'intention d'accueillir un ou une photographe au micro du podcast, il était primordial pour moi d'inviter un ou une artiste dont je percevais cette authenticité dans le travail. Aussi, vous m'avez demandé de parler de sophrologie dans un prochain épisode. Eh bien, voilà qui est fait. Car j'ai trouvé la perle rare qui réunit la photographie et la sophrologie. De quoi vous réconcilier avec la photo. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Gladys Louiset. Bonne écoute! Bonjour Gladys. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu? Très bien, je suis vraiment honorée d'être dans ce podcast qui vraiment m'intéresse au plus haut point parce que le sujet, l'état de flow, c'est quelque chose que j'essaye de faire entrer dans ma vie tous les jours. D'accord, super. Ouais. Tu vois, j'ai bien fait de venir te chercher. Je suis très heureuse également que tu sois avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Tu as un profil également un peu atypique, c'est-à-dire que tu vas mêler deux métiers différents qui apparemment, dans l'apparence d'extérieur, sont très différents. Et puis toi, tu vas les réunir, c'est-à-dire la photo et la sophrologie, la photographie et la sophrologie. À un moment donné, tu as décidé de les lier et on va y venir. Mais surtout d'abord, qu'est-ce qui est venu des deux en premier, la sophrologie ou la photographie? Alors, il s'avère que j'avais un emploi qui me générait beaucoup de stress. Donc j'étais tout le temps en déplacement. Il y avait des audits sur mon travail. Et à un moment, j'ai fait ce que j'appelle un mini burn-out, parce que je ne suis pas allée jusqu'au burn-out complet, mais je commençais à perdre mes cheveux suite à un événement, en fait. Et un événement au travail. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je réagisse et que je prenne ma santé en main. Oui. Parce que j'ai toujours été un peu rebelle, c'est-à-dire que j'aime faire les choses par moi-même et savoir en fait comment ça fonctionne. Donc j'ai commencé, au lieu d'aller voir une sophrologue, j'ai fait la formation en sophrologie directement. Ouais, directement. Ce qui m'a beaucoup apporté parce que pendant 2 ans, il y avait des cours une fois par mois, le week-end, et tous les jours, on devait s'exercer en groupe en fait, sur Skype, voilà. Donc ça, c'était en 2000. J'ai eu mon diplôme en 2011, donc ça fait assez longtemps. Bientôt 10 ans. Voilà, bientôt 10 ans. Oh là là. Donc voilà, la sophrologie fait partie de moi. Voilà, cet esprit où on est dans le non-jugement de soi-même. On essaye d'être dans le non-jugement des autres et à l'écoute du corps. C'est ça, mais que tu avais déjà finalement un peu avant, puisque c'est parce que tu étais à l'écoute de ton corps, des signes, les signaux qui t'ont fait aller vers la sophro. Donc ça n'a fait que renforcer. Ah oui, tu as peut-être raison, mais je pense que j'ai eu longtemps pas mal de symptômes que j'ai niés en fait. Tu vois, j'avais une douleur à la poitrine tout le temps. Et dès que j'ai commencé en fait la formation, elle est partie. Oui. Mais je suis restée longtemps en étant un peu hypocondriaque. J'allais chez le médecin pour rien. Et depuis à peu près 8-9 ans, aucun symptôme de grippe ou de rhume. Mais c'est quelque chose de fou, tu vois, parce que j'ai fait aussi rentrer la respiration. Oui. Et fait pas mal de stages avec des maîtres indiens.
Et je suis aussi rentrée un peu dans le monde du bouddhisme. Mon fils est à moitié tibétain, tu vois. Donc, j'ai suivi aussi c'est pas des formations, mais des petits stages de yoga tibétain et qui te font vraiment te ramener au corps, le yoga, quoi. Oui, ouais. Et à ce moment-là, tu décides vraiment de n'en faire un outil personnel. Ah non, donc à ce moment-là, je décide de devenir vraiment sophrologue. Donc je donnais des cours dans des centres de yoga. Et en parallèle, donc grâce à mon travail, je faisais des voyages. Je suis partie à New York pour une réunion et j'ai pris 5 jours seule. Et j'avais un petit compact numérique et je me suis mise à faire des photos seule, en méditation, quoi. Et j'ai trouvé ça fabuleux, en fait. Donc une fois revenue à Paris, on m'a dit qu'il y avait quelque chose dans les photos. Et là, voilà, j'étais tombée en amour pour la photographie. Et j'ai acheté un réflexe. Et à partir de là, j'ai fait des photos tous les jours. Et là, aujourd'hui, quand on observe tes photos, c'est plutôt des portraits. Oui. À quel moment est-ce que ça a switché. Oui. Ouais, tu te spécialises. Il y a quelques années. Ouais. Ça a switché il y a quelques années. Donc en fait, je faisais pas mal de voyages, pas mal de photos de paysages contemplatifs. Je développais aussi des ateliers que j'avais appelés sophrographie. Donc, ah oui, j'adore lier en fait les... On en parlera après, voilà. Tout à fait. Et donc, voilà, c'est juste des méditations avec l'appareil photo. Parce qu'en sophrologie, il y a une sorte de méditation comme ça où tu pars dans la rue avec une valeur sur laquelle tu as médité avant. Et en fait, tu pars avec cette valeur dans la rue. Et tu es dans un autre monde parce que tu vois tout dans le prisme de cette valeur. C'est ça, tu mets un filtre de la joie, de la gratitude, voir le petit détail que finalement tu n'aurais pas vu. C'est ça. Si tu n'avais pas fait cette méditation. Je me rappellerai toujours une fois où j'avais fait cette méditation et j'avais utilisé la valeur de l'humilité parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Et en sortant dans la rue, en fait, je me sentais toute petite. Mais c'était extraordinaire, en fait. Et je voulais un peu recréer ça avec la photo. Donc, voir ce qu'il advient en fait quand tu as ces photos issues suite à cette méditation en fait. Et là, tu es autodidacte du coup, ou tu t'es formée suite à cet intérêt pour la photo? Alors, j'ai fait des photos voilà, tous les jours. Là, pareil, c'était un peu une partie de moi. Je lisais beaucoup de livres techniques pour appréhender voilà, l'aspect technique de l'appareil. Et ensuite, il y a 4 ans, j'ai fait une année de cours du soir, tu vois, sur le portrait, pour pouvoir faire un stage dans un grand studio où viennent des comédiens, où on fait pas mal de photos de publicité. Et c'est là que je me suis aperçue que ce n'était pas du tout mon milieu et qu'il fallait que je suive vraiment mes envies pour travailler pour créer mon propre concept, en fait. Donc j'ai pris ce que j'avais à apprendre au niveau technique et au niveau lumière et matériel. Mais finalement, je suis revenue à la simplicité. J'utilise juste mon appareil sans rien, quoi. Aujourd'hui, tu penses que la technique que tu as apprise pendant ces cours et même tout cet apprentissage par toi-même t'aide à, on va dire, aider, permettre de révéler la personne, à mettre en lumière encore plus, ou au contraire, tu restes sur l'intuition? Je reste sur l'intuition. Peut-être que je manie très rapidement l'appareil parce qu'on observe pas mal la lumière, etc. lors des cours. Mais c'est vraiment, mon œil s'est vraiment forgé lors des voyages, en fait. Ouais. Et tu dis c'est il y a 4 ans que tu as commencé à faire les portraits? Ou tu avais déjà commencé? Alors donc j'ai suivi un coaching lors duquel donc on était en groupe et j'avais emmené, c'était pour passer au next level au niveau de la sophrologie. Et lors de ce coaching, il s'est avéré que voilà, j'étais photographe. Je suis venue avec un livre de photos que j'avais réalisé et on m'a dit mais en fait t'es photographe. Et c'est à partir de là que ça a fait son chemin. J'ai réalisé les photos d'une coach qui était assez connue. Et à partir de là, en fait, les personnes sont venues me voir. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et ça s'est fait vraiment tranquillement. Au fur et à mesure, j'ai élaboré la brandographie. Donc, moi, j'aime à dire que c'est le personal branding visuel, en fait. C'est l'aspect visuel. Donc, on va dans les profondeurs en amont. Donc, j'essaye de comprendre la personne, de savoir ce qu'elle veut rayonner au monde pendant quelques séances téléphoniques. Et ensuite, on aura structuré tout en amont
pour faire le shooting, et tout se passe bien pendant le shooting. Et c'est là que je mêle aussi la sophrologie. Pour mettre à l'aise la personne. Pour mettre à l'aise, pour recentrer. Il y a aussi quelques visualisations en amont si la personne a du mal à se voir dans sa future image digitale. Voilà. Ça va être passionnant. On va revenir, on va creuser un petit peu tout ça. On va d'abord peut-être encore terminer un petit peu sur les portraits. J'ai vu que tu as eu quand même pas mal de belles personnalités. Comment ça t'as eu toutes ces opportunités? C'était le flow? Oui. En fait, ça a commencé il y a 2 ans. Donc, on m'a imposé en tant que photographe, une copine qui faisait, qui faisait venir un maître japonais pour une séance photo pour Yoga Magazine. Et elle m'a imposé, en fait. Elle aimait ce que je faisais. Donc, elle m'a dit, bon, bah, c'est Gladys ou personne d'autre. Et c'est à partir de là que l'histoire a commencé avec ces magazines qui répondent vraiment à mes valeurs. Donc voilà, j'ai fait pas mal de portraits pour Yoga Magazine, pour Happiness. Et ça venait aussi d'une volonté inconsciente de rencontrer ces personnes. Lors d'une méditation il y a 2 ans, je me suis vue rencontrer des personnes qui ont cette vibration, en fait, et les mettre en lumière. Parce que mon truc, en fait, j'ai mis le point dessus depuis l'année dernière, c'est vraiment mettre en lumière les âmes qui sont là pour changer le monde, pour l'améliorer, pour amener une vibration plus intéressante, en fait. Et que tu partages et diffuses avec la photographie. C'est ça. On fait le même métier, en fait. Bah Toi, oui. tu es photographe, moi, je le fais avec le podcast. Exactement. Ouais. Ça résonne. C'est ça frissonne, là. Donc, c'est ça, c'est mettre en lumière ces personnes. Et c'est pour ça que je les ai rencontrées et j'ai rien demandé, rien. Par contre, ce que j'ai entendu plusieurs fois dans ton discours, c'est le mot valeur. J'ai l'impression que tu es très à l'écoute de cette synchronisation entre tes valeurs et celles de tes rencontres, de celles des personnes que tu photographies ou des médias pour lesquels tu travailles. C'est un guide pour toi? C'est un guide, donc les valeurs, c'est vraiment l'authenticité. Il y a aussi la spiritualité, c'est-à-dire percevoir l'invisible, en fait, et toutes ces personnes sont dans ça, tu vois. Aller au-delà de ce qu'on perçoit. Et l'harmonie. Ouais, j'aime l'harmonie. Donc, c'est un peu le fil conducteur, tu vois, ces 3 valeurs. L'harmonie se retrouve dans la photo, mais aussi la simplicité. Ouais. Et c'est ce qui t'aide à créer le visuel aussi, enfin la photographie finale, voilà. Peut-être aussi dans les choix de tout ce que tu as pu prendre comme cliché. Exactement. D'aller vers la révélation de la personne. C'est ça. C'est un beau métier. Ouais. C'est très honorable. D'ailleurs, on a quand même toujours en tête, moi quand j'entends photographie, me faire photographier, j'entends aussi, oulala, toutes les peurs de mon reflet, de mon image, je ne suis pas photogénique, ce que je ressens à l'intérieur n'est pas ce qui est perçu sur une photo figée. J'imagine que tes clients, ou même toi, tu travailles ça peut-être déjà d'ailleurs avec la sophrologie. Comment tu mets tout ça sur la table avec ton client et tu arrives à passer outre, parce que ça ne se voit pas dans tes photos? Alors, je vais t'avouer quelque chose, c'est que je me suis toujours détestée en photo. Mais quelque chose de très fort. Hein. En photo et en vidéo. Donc, quand j'étais enfant, si on prenait une vidéo, si on prenait des photos, en fait, j'avais toujours les mains devant le visage. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup handicapée, finalement. Parce que je ne m'aimais pas. Quand on a un problème avec ça, c'est qu'on a quelque chose qu'il faut régler avec son propre ego, tu vois. Soit on veut se montrer tel qu'on n'est pas, voilà. Donc je dis souvent à mes clientes, maintenant il y a des clients, c'est drôle en fait. Arrête de vouloir être au top de ce que tu n'es pas, tu vois. Et sois toi en fait. Et n'aie plus peur d'être toi, parce que tu es plus grande que ce que tu penses en fait. Et donc, voilà, cette peur de la caméra, de l'appareil photo, voilà, c'est peut-être pour ça que je suis derrière l'appareil, tu vois. Et je l'ai réglé au fur et à mesure, hein, parce que de toute manière, il faut se rendre visible dans ce qu'on fait. Sinon, voilà, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que j'aide ces personnes à se rendre visibles et à essayer d'oublier cette histoire d'ego, en fait. Et il y a aussi peut-être l'œil du photographe. Peut-être qu'on a été photographié aussi par des personnes qui n'avaient pas cet œil et qui ont déformé le reflet.
Oui, donc en fait, comme moi j'ai cette intention d'être dans la justesse, tu vois, il y a l'intention. Je ne veux pas sublimer la personne. Je veux juste qu'elle soit. Et moi, en face, je suis. Donc il y a un effet miroir. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu captes la vérité, ce que tu vois aussi, peut-être parce que tu vois l'invisible et tu captes ce que les gens ne voient pas, tu le disais tout à l'heure. Voilà, il y a de ça. Mais il y a aussi une connexion qui se crée, donc un effet miroir. Là, on arrive, tu vois, dans tout ce qui est quantique. Et ce que je vois, en fait, je le retranscris. Et elle me donne, en fait, ce que je vois. Ça donne, encore une fois, envie d'être photographié sous ces mots-là quand tu parles de... Voilà, c'est dans l'être que tu vas chercher la révélation de l'essence de la personne. Comme l'intention est d'aller chercher l'essence de la personne, et comme moi-même, j'essaye... je suis dans l'authenticité quand je prends la photo. Il y a un coach que j'avais photographié qui parlait du fait qu'il avait en face de lui quelqu'un qui n'était pas dans, tu vois, le challenge, le résultat. Donc lui-même, il s'est senti comme dépouillé, et puis il était plus dans le résultat, en fait. La pression du résultat. Et là, on arrive à la sophrologie. Tu vois, on est dans le non-jugement et juste dans la présence. Est-ce que tu penses qu'une photo aussi, une photo figée, peut parfois renvoyer à nous-mêmes des blessures, des souvenirs, peu importe, et des croyances, des peurs sur lesquelles il est parfois bon aussi d'aller travailler avec peut-être la sophrologie ou avec autre chose, oui. Parce que souvent, il y a des clientes qui ont certains déclics. Par exemple, donc, je mène un atelier qui s'appelle « Tu es parfaite » parce qu'on est parfait. On est tous parfaits. Mais on se met, on a des carcans, on a des croyances, justement. Et donc, cette personne avait plus de 50 ans. Et depuis l'enfance, se détestait en photo et fermait les yeux sur les photos. Et donc, avec cette séance de sophrologie pendant 1 heure et juste une demi-heure de photos, le fait d'avoir travaillé en fait sur le fait qu'elle était parfaite, ça avait fait un déclic. Et elle me disait que le lendemain, elle se laissait prendre par son mari en photo et elle s'amusait. Tu vois ? Donc en fait, c'est clair que c'était juste un déclencheur. J'adore créer des déclics en fait, c'est vraiment mon truc. Et juste un déclencheur qui a amené à enlever une croyance en fait. En fait, les problèmes que tu as avec ton image sont révélatrices de choses plus profondes. Bien sûr. Donc c'est intéressant de déjà peut-être travailler sur l'image et ensuite ça peut amener à autre chose. Et finalement, ce serait l'image qui débloque la croyance, plutôt que d'abord travailler la croyance. Ça peut, je pense. Les deux, tu peux ancrer un changement, mais tu peux aussi déclencher quelque chose avec une séance photo. J'avais fait une formation en photographie thérapeutique et c'était ça en fait. On regardait des photos de nous. Moi, j'avais regardé la photo de moi sur mon permis de conduire, donc qui datait d'il y a 20 ans, et je sentais une tristesse. Et parfois, je regardais la photo et je voyais encore autre chose. Et c'est un support émotionnel fort, la photo, qui peut déclencher des émotions. C'est ça, finalement. Et c'est là qu'il y a l'invisible aussi qui agit. C'est que quand on regarde parfois la même photo, on voit des choses différentes parce qu'on a une expérience différente. Et c'est ça. Je pense qu'on a tous ce syndrome-là. Quand on regarde une photo de groupe, on ne regarde que soi. Ouais. Et à partir du moment où nous, on se trouve bien, la photo est géniale. Mais si on ne se trouve pas bien, la photo n'est pas bien. C'est ça. Et là, c'est encore l'ego. C'est intéressant. Ça m'intrigue, en fait, tout ça. J'aimerais vraiment faire un gros travail sur tout ça. Enfin, tu vois, déjà, toutes les expériences avec toutes ces femmes, même ces hommes, c'est encore différent avec les hommes. C'est un début de travail super intéressant, ça m'intrigue. Pourquoi on ne s'aime pas en photo, quoi. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a un bon ou mauvais profil ? Est-ce que ça, c'est également à l'heure ou pas ? Alors en fait, moi je te prends en photo, je tourne autour de toi, je regarde parce qu'on capte différemment la lumière selon notre visage. C'est normal et c'est pas grave. Donc le tout est que le photographe en ait conscience. Et ce que j'aime faire, c'est aussi montrer les photos au fur et à mesure de la séance, tu vois. Comme ça,
on est sûr de ce qu'on fait. Et puis on peut prendre confiance. Et on prend confiance. On se dit, ah ouais, quand même. Donc on continue. Voilà. Tu parlais de tout à l'heure de brandographie, qui est un concept que tu as déposé, c'est ça? Oui, en fait, c'est allier la sophrologie ou la méditation, en fait, l'esprit sophrologique, donc du non-jugement et de non-attente du résultat, à la photographie, pour que, avec ces images qui seront justes et authentiques, la personne communique d'une manière vraiment juste sur le net, que ça ne soit pas biaisé, et que les personnes qui sont sur la même vibration soient attirées. Parce qu'en fait, on n'a pas de chance là, de faire une première impression, et en fait, ça se fait en quelques secondes, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir des images qui parlent de soi à certaines personnes. Et c'est aussi être authentique sur le net et ouvrir les portes pour d'autres personnes qui se diront « Ah, je peux être moi, en fait. » Tu vois, et ça fait un effet papillon. Alors, c'est très intéressant parce que brandographie, ça vient de personal branding. Finalement, c'est un petit peu tout ça que tu mêles. On aurait pu se demander, le personal branding, c'est quand même très marketing, ça sert à quoi, etc. Mais qu'est-ce que le marketing, sinon que de mettre en valeur notre message, de mieux le diffuser qui nous sommes? C'est ça. Donc, je suis en fin de formation de personal branding stratégiste. Et c'est vraiment aller... Il y a tout un travail sur plusieurs mois. Tu vois, en fait, le marketing, c'est l'iceberg, c'est le haut de l'iceberg, mais en dessous, il y a vraiment des profondeurs à travailler. Savoir pourquoi on fait quelque chose. Pourquoi? C'est quoi le fil rouge, là, dans tout ce que tu fais? Quel est le lien? Et d'où ça vient? Ça vient souvent d'une faille. Tu vois, par exemple, moi, qui me détestais en photo, je ne m'aimais pas. Et j'avais plein de problèmes d'hypocondrie, tu vois, à cause de tout ça, finalement. Et ça m'a amené à faire ce que je fais. Et quand on sait pourquoi, en fait, on n'aura pas les mêmes personnes qui viendront vers vous. En personal branding, c'est ce qu'on travaille. Donc, ce n'est pas juste du marketing. Après, on utilise les outils marketing pour diffuser le message. C'est l'idée de communiquer avec l'autre, de rentrer dans une communion, dans une communauté avec l'autre, par notre rayonnement, finalement. Oui. Et toi, tu travailles exclusivement aujourd'hui avec des thérapeutes, des entrepreneurs. C'est pas une séance de mariage, une séance personnelle. Non, je veux vraiment que ce soit des gens qui diffusent un message intéressant pour changer les choses, en fait. Oui. Donc, je les aide à faire ça. D'accord. Après, c'est vrai que ça peut être des auteurs, ça peut être quelqu'un qui a quelque chose à transmettre. En général, ce sont des personnes qui sont en transition, tu vois, qui sont salariées, qui en même temps montent leur boîte. Et qui ont envie dès le départ d'avoir des photos professionnelles et de toucher les bonnes personnes. Et puis, il y en a beaucoup qui, au bout de 3-4 ans, ont envie d'une expansion, enfin 3-4 ans d'entrepreneuriat, ont envie d'une expansion. Ils se disent, c'est le moment, là on me demande des photos pour le TEDx, on me demande des photos, et là il faut vraiment que je sois qui je suis, quoi. Et il y a une sorte de tournant qui se fait. Ils ont envie aussi d'aller vers quelque chose de plus fluide et de... Ouais, on revient à l'authenticité, en fait, dans leur message. Que le message passe directement par la photo? Oui, parce qu'on choisit des symboles pour créer des images. Ça, c'est intéressant, cette histoire de symboles. Par exemple, un arbre, un coach qui est plutôt dans le management entrepreneurial, ou alors dans le management d'entreprise, en fait. Qui jusqu'à présent a eu des costards cravates et qui n'était pas bien dans son image. Et tout d'un coup, en fait, il y a une transition. Là, j'ai quelqu'un en tête, c'est pour ça. Un changement de vie. Et il a envie de nature. Et il a envie d'avoir des personnes qui viennent vers lui pour des choses différentes. Et donc, voilà, on fait des photos dans un autre contexte que quelque chose de très formel, en fait. Ça dévoile également notre multitude. Ouais. Parce qu'on peut avoir une très jolie photo, en effet, en entreprise, avec notre costard cravate, mais qui ne dévoilera pas les valeurs, encore une fois, que tu parlais tout à l'heure, qu'on a envie de diffuser à notre nouvelle clientèle. C'est toute une réflexion autour de ça avant le shooting, et je vais aller encore plus profondément avec le personal branding. Donc, j'ai hâte. Eh bien, on a déjà fait beaucoup de tours. Et alors, peut-être on peut revenir sur la respiration. La respiration dont tu parlais tout à l'heure.
au début, qui a été quelque chose d'assez clé pour toi, d'apprendre à respirer, de te reconnecter à ton corps, que tu utilises aujourd'hui certainement pour des techniques de sophrologie, pour la personne aujourd'hui que tu photographies, de revenir dans la respiration, dans son essence, dans son centre? Oui, alors c'est quelque chose que moi j'utilise vraiment en conscience depuis longtemps. Et je sens que ça change tout en fait. Ce qui est aussi intéressant de plus en plus, c'est d'aller dans tout ce qui est notion de la puissance du cœur. Donc la respiration liée au cœur, donc la cohérence cardiaque, mais aussi liée à toutes les informations que tu mets autour de toi, dans l'invisible. T'amener le plus souvent dans la journée de la bienveillance, de l'amour, tout en respirant et en te centrant sur ton cœur. Et ça, c'est phénoménal en fait, ça change tout. Donc, oui, c'est quelque chose que je pratique dès que j'y pense en fait. Et tu vois, là, je suis en train de te parler et je m'aperçois que je suis toujours en respiration abdominale. Et c'est peut-être pour ça que je pense que ça booste mon système immunitaire, ça fait pas mal de choses. Oui, de toute façon, la respiration, c'est un grand problème, je pense, peut-être occidental, je n'en sais rien, mais en tout cas, entre guillemets, problème, mais en tout cas, quelque chose qui viendrait, si on la pratique mieux. J'espère pouvoir un jour recevoir une personne pour parler vraiment du souffle et de la respiration au micro, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut... là, on parle de photos ou d'être à l'aise avec soi pour pouvoir ensuite être à l'aise devant ou derrière l'appareil photo. Mais dans notre vie, je pense que toutes les étapes, parce que là, on parle d'état de flow, et peut-être cette respiration qui vient nous recentrer. Ce serait intéressant qu'on en parle un peu plus pour les personnes qui ne connaissent pas la sophrologie, si ce n'est la respiration, de revenir en soi. Qu'est-ce que c'est la sophrologie ? La sophrologie, c'est l'étude de la conscience en harmonie, tu vois. Et c'est basé sur plusieurs philosophies. Donc la phénoménologie, donc l'étude des phénomènes sans jugement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on est dans le non-jugement. C'est basé sur des techniques ancestrales, le yoga, la méditation zen. Donc il y a plusieurs degrés dans la sophrologie. On connaît plutôt juste le premier degré qui est sur la relaxation. Mais ensuite, tu as des degrés qui sont sur la méditation, sur la concentration, sur les valeurs. Et ça va encore plus loin. Il y a 12 degrés en fait. Ça va au niveau de l'infiniment petit, en fait, agir sur ces cellules de manière ciblée et au niveau de l'infiniment petit. Donc ça va très loin. Mais en général, on utilise juste le premier degré. Voilà. Et donc on va toujours s'asseoir sur le positif qu'on a en nous. Il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de notion de négatif. Donc on va chercher ce qu'il y a de positif et on le fait émerger. Et pour aller le chercher. Et on amène aussi du positif. C'est lors de protocoles bien spécifiques, parce qu'il y a des protocoles pour tout, en fait, et tu peux adapter selon ton domaine. Tu vois, il y a, je sais pas, une 50aine de protocoles bien précis, et ensuite tu adaptes. C'est de la visualisation, de la respiration ? Alors, il y a de la visualisation, il y a de la respiration, il y a des mouvements doux en synchronisation avec la respiration, tu vois. Et dans des protocoles vraiment spécifiques, ce sont des relaxations dynamiques qui durent à peu près 1 heure quand on suit vraiment la sophrologie de base qui est caycédienne. Donc la personne qui a inventé ça, c'est le professeur Caicedo, qui venait d'Amérique latine et qui est parti, qui a vu que c'était vraiment... tout ce qui se passait en psychiatrie, dans les hôpitaux de psychiatrie, était trop fort pour lui. Il a commencé par l'hypnose et il s'est dit, je vais créer ma propre méthode. Il est parti en Asie et il a montré en fait ce qu'il faisait à des maîtres. Et voilà, il y a eu des relations entre ces maîtres et lui au Japon et en Chine. Il est revenu, il est allé en Occident, il a travaillé avec des philosophes, d'où la phénoménologie. Et il s'est installé en Espagne. Et là, il a développé la sophrologie, qui est maintenant quelque chose de très commun. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était encore perçu comme une secte. Ah bon ?
Il y a beaucoup de changements de perception là depuis. Ça s'est accéléré là depuis quelques années. Ah oui, c'est-à-dire que moi, dans l'entourage que j'entends, c'est quand même une porte d'entrée assez conséquente aujourd'hui, où les personnes qui veulent se reformer à quelque chose plutôt de l'art thérapeutique, accompagnement au bien-être, à la relaxation, etc., on parle quand même très facilement de la sophrologie, voire même avant d'autres thérapies. Ouais. Donc elle a gagné les entreprises, elle a gagné le milieu sportif. Au fur et à mesure, elle s'est fait une place. Et c'est vrai que c'est dans tout le changement de conscience qu'il y a en ce moment. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et donc l'idée de tout ça, c'est quand même, que ce soit la sophrologie ou la photographie, un retour à soi, non-jugement de soi et révélation de soi. Révélation de soi et rayonnement de soi. Parce qu'on est tous là pour quelque chose. Je pense qu'on ne doit plus avoir peur d'être visible et de montrer notre unicité. De montrer et de l'ancrer dans la matière, notre unicité. De créer. Et j'ai envie de dire, de montrer aussi notre vulnérabilité. Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est grâce à ces expériences, à ces failles, à ce qu'on peut nous appeler nos défauts, mais qui n'en sont pas, que l'on peut trouver, c'est là où on peut trouver nos forces en fait. Notre singularité. Et notre singularité. Et du coup, toucher aussi les autres. Et toucher les autres, ceux qui sont sensibles à ça. Parce que finalement, être la personne parfaite, vernis glacé... C'est affreux. En fait, c'est se fermer à tout et ne pas être dans l'ouverture du cœur et donc dans le flow. Parce que, en fait, quand tu es dans l'ouverture du cœur, tu t'ouvres à tous les possibles. Tu t'ouvres justement à cette intuition dont on parle, parce que tu peux décoder l'information. Donc, par exemple, tu es dans la rue, quelqu'un te bouscule. Lui, il est dans son prisme, toi, tu es dans ton prisme, en fait. Et voilà, il y a de la colère qui monte en toi. Pourquoi il m'a bousculé ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et pour le coup, il y a un vrai choc. Il y a un choc. Si tu es dans l'ouverture du cœur et dans la respiration, si tu reviens à ta respiration, eh ben, tu te dis, ah, peut-être que c'est un signe que moi, je devrais décélérer, je devrais regarder ce qui se passe autour de moi, tu vois, revenir au moment présent. Et ne plus s'occuper de l'autre personne, en fait. Ne plus être dans l'énergie, ne pas faire fructifier la mauvaise énergie, et en fait, tout de suite, faire une mutation, en fait. Et c'est ça que moi, j'appelle être dans le flow, parce que plus tu arrives à faire ça dans la journée, eh ben, plus tu t'ouvres à tous les possibles. Parce que là, tu ramènes le sourire, et il se passe quelque chose de mieux après, en fait. Ce serait de l'ordre de l'accueil de ce qui vient, de ce qui est, pour mieux réagir. Pour mieux agir. En fait, on n'est plus dans la réaction, on est dans la proactivité avec les signes qui viennent, en fait. Quelle définition tu donnerais alors à l'état de flow, justement, le nom du podcast ? Alors, pour moi, justement, c'est ça. C'est une interaction entre l'ouverture du cœur et laisser passer le flux de la vie. Et à partir de là, on peut décoder et agir d'une manière fluide et centrée. Voilà, et donc du coup, pour réussir cela, il y a un travail préalable peut-être, un travail quotidien, un travail de pleine conscience, de pleine présence. C'est un travail de toutes les minutes. Et toi, quels sont tes outils ou peut-être quelles sont tes pratiques, quels sont tes passe-temps, tes hobbies, peu importe. Qu'est-ce qui te met en état de flow ? Ce qui me met en état de flow, c'est, là j'y pensais, c'était de lire des livres sur ça finalement. Là je peux conseiller un livre de Michael Singer, un Américain qui était yogi et qui est devenu multimillionnaire juste en suivant le flow. Waouh. C'est-à-dire sentir quand la peur arrive et se dire « Ah non, ça c'est mon esprit qui déforme les choses » et finalement accepter ce qui arrive et faire avec du mieux qu'on peut. C'est revenir dans notre centre sans se laisser absorber par notre ego. C'est ça. Tu parlais tout à l'heure. Et par la peur. En fait, agir dans l'amour, c'est pas évident, hein.
Mais c'est un entraînement en fait. Et lui, il acceptait tout ce qui arrivait parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de mieux derrière. Est-ce que ce sont des informations qui viennent sur toi quand tu es... parce qu'il méditait beaucoup. Quand tu es aligné, il y a des informations qui viennent vers toi. Alors c'est quoi? Ce serait de l'ordre des opportunités à saisir ou à laisser passer parce que justement, on sait mieux cerner si c'est une opportunité à prendre ou à laisser passer. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas abordé? Oui, je tenais à ajouter que finalement, quand on est dans l'ouverture du cœur et qu'on arrive à l'être plusieurs fois par jour, déjà c'est un bel entraînement. Quand je parle d'ouverture du cœur, c'est laisser venir à soi des hauts sentiments, donc comme l'amour, la bienveillance. On se promène dans la rue, on envoie de l'amour aux gens qui passent. Ça, c'est un très bel exercice, où on peut même sourire. Donc, on augmente les vibrations. Et là, le cœur s'ouvre et il y a des informations qui viennent parce qu'en fait, tout ce qui est... il y a l'énergie, la puissance de la vie qui nous traverse. Et là, on peut en fait capter les bonnes informations juste pour nous-mêmes. Et c'est ça le flow, en fait. C'est multiplier cette expérience le plus souvent possible. C'est finalement se mettre à la disponibilité de l'invisible. C'est se mettre à la disponibilité de l'invisible. Génial. Eh bien, je pense qu'on peut terminer là-dessus. On va juste peut-être reprendre, pour les auditeurs qui nous écoutent, ton site si on veut te retrouver. Alors, c'est Gladys Louiset, mon prénom, mon nom, et photographie avec un Y. D'accord. Je suis aussi sur Facebook, mais plus active sur Instagram, Gladys Louiset. D'accord, ben, comme d'habitude, je mets toutes les informations dans les commentaires du podcast. Et surtout, je te remercie beaucoup pour ce riche échange que nous avons eu aujourd'hui sur le flow. Merci Elisabeth. À très bientôt Gladys. À très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Quant à moi, j'ai mis en place des cours de Yin Yoga en ligne via Zoom, puisqu'on ne peut pas se retrouver dans notre refuge habituel. J'ai conçu pour vous un cours en ligne, en live, en petits groupes, ce qui nous permet de pratiquer sereinement, de relâcher les tensions, toutes les frustrations. Ensemble, on apprend à accueillir et à ralentir. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur étatdeflow.com. À très vite pour un nouvel épisode.